Bonjour à tous et bienvenue dans le 20e épisode du podcast Passons à table, donc le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Donc je disais le 20e épisode, donc en tout cas merci pour tout, voilà, de suivre chaque épisode. Je sais que certains d'entre vous regardent plusieurs épisodes à la suite, vous êtes des vrais fans. En plus on a passé les 500 abonnés sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, donc merci encore. Et donc aujourd'hui, je vous présente un invité que vous devez certainement connaître, qui est Jonathan Boutillier. Salut Jonathan. Salut Alex. Bienvenue sur le podcast. Et du coup, alors Jonathan, vous connaissez sûrement, c'est un des cofondateurs du plugin WP Rocket, donc qui accélère plus de 50 000 sites maintenant, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, et donc voilà, je profitais de ce 20e épisode pour refaire un petit point sur l'aventure, pour savoir où vous en êtes actuellement. Et donc voilà. Donc voilà, première question, où en est alors, WP Rocket aujourd'hui, le plugin en fait, où il en est? Alors aujourd'hui, WP Rocket, après 2 ans et demi, donc on s'est lancé en juillet 2013, Hmm. c'est plus de 56 000 sites qui utilisent le plugin et ça représente un peu plus de 12 000 clients. Voilà. Ok, C'est d'accord. aussi, maintenant 6 personnes à plein temps qui travaillent sur le plugin. Il y a 5 personnes sur le support et une personne sur le développement. Ok, donc ouais, ça génère quand même pas mal d'activités en fait, le plugin, malgré le fait que voilà, il y a eu des mises à jour, etc. Mais il y a quand même encore des demandes dessus. Tout à fait. En termes de support, ça représente à peu près en moyenne 500 tickets de support par mois. Ça reste encore assez raisonnable. Ça peut paraître gros, mais des plugins comme WooCommerce ou d'autres choses comme ça ont des tickets ont beaucoup plus de tickets de support par mois. Ouais, ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui a changé depuis le lancement de WP Rocket, enfin de la V1, alors de la V1 française, maintenant c'est un plugin qui est international, mais qu'est-ce qui a évolué depuis ces 2 ans? Quasiment tout. Sur le plugin lui-même, au début, c'était sur les premiers mois, c'était plutôt l'équipe qui décidait des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, c'est vraiment les utilisateurs c'est les utilisateurs qui orientent vers les nouvelles fonctionnalités. On a une feuille de route qui est publique, donc tout le monde peut consulter les fonctionnalités suggérées, que ce soit par l'équipe ou par des utilisateurs eux-mêmes. Et en fonction des votes qu'il y a sur le Trello, c'est un Trello public, qui a été inspiré d'iTeams, c'est iTeams qui a fait ça. Eh bien, on décide, la prochaine version aura telle ou telle version. Après, ce qui a changé, c'est aussi tout ce qui est gestion du support. Au début, on était sur un forum BBpress. Ça rendait bien service. Le défaut, c'est que c'est pas un système de ticketing pur et dur. On peut pas mettre des tickets en attente, on peut pas assigner un ticket à quelqu'un d'autre, on peut pas avoir ce qu'on appelle des save replies, donc c'est des questions, c'est des réponses préfaites. Donc là, on est passé depuis plus d'1 an sur AppScout. Après, on a plusieurs, hein. Il y a AppScout, Zendesk, GroupHQ. Faut choisir après celui en fonction de votre besoin. C'est 5 personnes à plein temps sur le support, 3 personnes en Europe et 2 personnes en Amérique du Nord, dont Rémi Perrona que tu as interviewé Ouais, précédemment. c'est ça, je me rappelle plus le numéro de l'épisode, mais Voilà. voilà, depuis, chez vous, depuis le. C'est devenu un astronaute. Vraiment tout a changé, la gestion de l'équipe, la gestion du plugin. Enfin voilà, c'est en perpétuelle évolution avec la croissance qui est assez forte. Ok, ça marche. Alors pour se donner une idée un petit peu, combien de licences vous vendez par mois ou combien d'utilisateurs vous gagnez tous les mois? Alors par mois, en moyenne maintenant, on est à quasiment 1000 nouveaux utilisateurs par mois, enfin nouveaux clients, puisque Ok. c'est plus du payant. Ça représente à peu près 5500 sites par mois. Et en termes de chiffre d'affaires, ça oscille entre 80 et 90 000 dollars par mois. Ok, ça marche. Donc voilà, du coup, ça vous génère des revenus et donc ça vous a permis de grossir, d'utiliser de nouveaux services, comme tu disais, HelpScout, etc., pour payer tout ce qui est, enfin, pour vous aider à croître, en fait, tout simplement. Et alors, du coup,
vous étiez 3 au départ, maintenant vous avez grossi, vous êtes 12 en tout. Alors peut-être qu'il y aura plus de monde d'ici à ce que l'interview soit publiée, mais du coup, voilà. Est-ce que ça a été facile de gérer des personnes, etc., d'embaucher? Ça devait être des choses que vous ne connaissiez pas, j'imagine. C'est ça. Bah, nous, à la base, hein, on était trois, enfin deux développeurs et un référenceur. Donc, tout ce qui est gestion d'équipe, recrutement, c'est des choses qu'on a appris sur le tas. Hein. On n'a pas été formé pour ça. On s'est beaucoup inspiré d'autres entreprises, surtout américaines, en termes de recrutement. Surtout d'articles publiés par Barmetrics, c'est une société enfin c'est une startup plutôt qui permet de plugger Stripe sur ses abonnements, d'avoir des statistiques. Et justement, Barmetrics a publié un article sur voilà comment je recrute mes différents teammates avec une liste de questionnaires, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on s'y est beaucoup et fortement inspiré. Parce que depuis en 2014, c'est quasiment une nouvelle personne par mois de recruter. Donc c'est voilà, l'an dernier, au même moment, on était quatre. Lucie venait de nous rejoindre. Aujourd'hui, on vient de recruter la 13e personne, donc ça va très très vite. Donc c'est sûr que c'est des choses qu'il faut essayer d'anticiper. C'est pas vraiment facile, mais maintenant la difficulté justement, c'est de pouvoir anticiper les nouveaux postes. Quand est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle personne? Et voilà. La contrainte, surtout en France, c'est que quand tu emploies une nouvelle personne qui vient en France, tu as un préavis qui est entre 2 et 3 mois. Donc, du coup, il faut vraiment anticiper vraiment à l'avance quand tu as besoin d'une nouvelle personne qui réside en France. Pour les étrangers, c'est pas pareil. Ils sont en général en contrat de freelance, donc ils peuvent partir assez rapidement, un mois maximum. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Mais vraiment, la difficulté, c'est de recrutement, c'est d'anticiper. C'est la chose la plus compliquée. Ouais, c'est clair. Enfin, faut bien calculer votre coût, parce qu'après, si c'est plus assez, on va dire, ou si vous embauchez trop vite, après, ça peut être nuisible aussi, quoi. Tout à fait, et surtout sur un produit comme sur un business model freemium ou premium, tu n'as aucune visibilité sur le mois prochain. C'est que le mois prochain, déjà ce mois-ci, on ne sait pas à combien on va terminer. Donc il y a des prévisionnels, mais ça reste des prévisionnels. Au mois de janvier, mois de février, mois de mars 2016, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Donc si c'est du travail, c'est ça qui est bien aussi, hein, du coup, c'est que c'est du travail acharné. Tu es obligé de continuer à améliorer le marketing, le suivi client, etc., pour justement que le chiffre d'affaires ne descende pas et plutôt qu'il augmente. Et c'est la grosse différence avec un business SaaS, c'est qu'un business SaaS, tu as ton revenu récurrent tous les mois, et le mois prochain, tu sais que tu as 500 abonnés et que tu auras forcément tant de sous qui tomberont le mois prochain. Et c'est la difficulté d'un plugin ou même d'une boutique de thèmes, hein, tu vends des thèmes ou tu vends d'autres choses, tu n'as pas de visibilité sur l'avenir. Et donc, du coup, l'anticipation est d'autant plus compliquée. C'est que tu te dis, voilà, est-ce que je prends quelqu'un aujourd'hui, mais est-ce que le mois prochain, je vais avoir assez de masse de chiffre d'affaires pour pouvoir gérer la masse salariale? En janvier 2015, la masse salariale était de 0 euros. En fait, pendant un an, c'est pas versé de salaire. Si on a décidé de réinvestir tout cet argent-là, justement, et bien, quand on aurait, un jour une plus forte croissance, de pouvoir recruter très rapidement. Et de janvier à décembre, on se retrouve de 0 à 50 000 euros de masse salariale. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper en amont. Mhm. Ouais, c'est clair que, comme tu disais, ouais, les ventes, enfin, je ne souhaite pas, mais ça peut s'écrouler du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. Mais donc, c'est vrai que c'est. Puis du coup, le renouvellement, quoi, c'est annuel. Donc, et encore, vous n'êtes pas sûr que. Enfin, logiquement, comme c'est le meilleur plugin qui a été. Enfin, je dis que c'est le meilleur, c'est parce qu'il y a eu des comparatifs qui ont été faits sur des tas de sites et que il y avait Perroquet qui est ressorti, mais. Le renouvellement sur des produits comme ça, c'est un taux en général très très faible parce que justement, c'est pas automatique. Le renouvellement est pas obligatoire parce que le renouvellement permet d'avoir accès aux nouvelles mises à jour et au renouvellement. Mais si tu renouvelles pas ta licence, que ce soit du Gravity Forms ou du MailPoet ou autre chose, ton plugin continue de fonctionner. C'est pas comme un SaaS où si tu arrêtes de payer du jour au lendemain, ton produit ne fonctionne plus, tu n'as plus accès au tableau de bord, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le nerf de guerre. Depuis quasiment 8 mois, on teste plein de techniques pour justement pour inciter les gens à renouveler. Ça fonctionne plutôt bien. On devrait justement en écrire un article sur le blog
pour justement partager comment on a fait en sorte que le taux de renouvellement passe de 60 renouvellements par mois à 300 en moyenne. Voilà. Ok, donc ouais, du coup, bah, si l'article est publié, tu me enverras le lien pour que je le mette sous l'interview. Et du coup, ok, bah, c'est cool tout ça. Alors du coup, c'est quoi la suite maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, vous avez un plugin de cache, mais qu'est-ce qu'il y a de prévu pour la suite? Bon, moi, j'ai quelques petites infos, mais je vais te laisser révéler ce dont tu veux parler pour le moment. Justement, je disais tout à l'heure qu'on ne s'est pas versé de salaire pendant 1 an et demi. C'était justement puis un jour on s'est posé une question et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut profiter maintenant d'avoir un produit rentable pour, entre guillemets, s'en foutre plein les poches et faire que ça et de vivre que d'un seul plugin? Ou justement on profite de tout ça, de l'argent qu'on a mis de côté et de tout l'argent qu'on pourra encore mettre de côté pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Nous, on est plutôt des personnes à objectif. Et donc, réussir une première fois, c'est bien, mais on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir le refaire sur d'autres projets et avoir la même réussite? Donc, c'est des questions qu'on se posait et on aimerait justement y répondre. Donc, on a décidé plutôt que de se focaliser sur un projet et de tout réinvestir sur d'autres projets. Donc là, on travaille sur 3 nouveaux projets. 2, vraiment, il y en a un quatrième qui est en stand-by et qui reprendra le développement en 2016. Donc c'est pour ça qu'on est 13. Et sur les 13 personnes, c'est pas 13 personnes qui travaillent sur WP Rocket. La WP Rocket, c'est un produit de WP Media qui compose une équipe qui est composée de 13 personnes. Donc les projets pour 2016, c'est déjà de sortir 2 nouveaux projets qui sont Imagify. Imagify, c'est un service d'optimisation des images. C'est-à-dire, on va réduire le poids des images sans perte de qualité. Plus les images sont légères et plus le site est rapide. Là, c'est en accès privé. Ça devrait sortir avant la fin de l'année. Le produit est prêt, c'est juste le site internet qui est en cours de construction. On prend notre temps parce qu'on veut bichonner le site, on veut pas rater le lancement. On fait les choses à notre rythme. Mais fin décembre, début janvier 2016, ça sera lancé grand public. Actuellement, on est donc en accès privé, c'est 750 personnes, quasiment 1 million d'images optimisées. Ah, déjà, Ouais. ça va vite. Ça va très vite, ouais. Donc voilà, ensuite on a Julio et Grégory qui travaillent sur SecuPress, qui sera un plugin de sécurité. Ça sera un concurrent à WordFence ou iTeams Security. Donc là, la concurrence va être rude, quoi. C'est un sacré challenge aussi, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça qui est excitant, c'est de se retrouver avec des concurrents. Pour le WP Rocket, nos concurrents sont gratuits. C'est Letra Total Cache et WP Super Cache. Quand on s'est lancé, mais vous êtes fous, vous n'allez jamais en vendre. Pourquoi j'irais payer pour un truc alors qu'il existe une version gratuite? Il y a des centaines de raisons de passer sur une version payante. Tout simplement pour pas s'embêter à tout configurer. Ouais, entre autres. Donc là, ben, on va s'attaquer à un autre modèle. C'est aussi en fait, on a décidé d'être sur 4 projets pour avoir 4 business models différents. WP Rocket, c'est du premium. Imagify, c'est du SaaS, donc du service à la demande mensuellement. SecuPress, ça sera un freemium, donc une version gratuite qui permet déjà de faire pas mal de choses et une version payante. Donc du coup, ça permettra de tester ce nouveau business model. Et ensuite, on travaille aussi sur une boutique de thèmes. Et là, ça permettra aussi, ça sera un modèle premium. Hein, s'il n'y a pas de version gratuite des thèmes, il y aura peut-être 1 ou 2 thèmes gratuits, mais le reste sera payant. Et là, ça permettra un plugin et un thème, ça ne doit pas se vendre de la même façon. Donc, ça nous permettra justement d'étudier ce nouveau business model et d'y apprendre. Hein. Le but aussi, c'est que sur chacun des nouveaux projets, chacun des nouveaux business models, c'est d'apprendre. Là, on apprend plein de choses sur Imagify, alors qu'on est encore qu'en accès privé, mais on voit que c'est un modèle qui fonctionne pas du tout pareil. Donc, du coup, il faut essayer de l'appréhender, de réajuster certaines choses. Donc, voilà les projets pour 2016. Donc, c'est Imagify, c'est plus près, et la boutique de thèmes dont le nom est Origami.
Ok, ça marche. Donc, pas mal de boulot en perspective alors. Pas mal de boulot, ouais. Pour parler vite fait de la boutique de thèmes, c'est vraiment, on ne va pas faire une boutique avec 50 thèmes, on va faire une boutique avec quelques thèmes, mais des thèmes vraiment fonctionnels. Notre premier thème, ça sera un thème pour les photographes. Et qu'est-ce qu'un photographe a besoin? C'est de fonctionnalités comme, par exemple, pouvoir importer ses photos de Instagram, de Pinterest, etc., etc. Parce que quand tu es un photographe, tu es forcément lié à l'un de ces réseaux sociaux, 500 pixels, enfin, etc. Et t'as pas forcément envie de t'amuser à chaque fois de réuploader toutes tes images. Et donc l'idée avec le thème, c'est d'apporter un plugin qui est fonctionnel et qui te permet d'importer tes photos à partir de toutes ces plateformes-là, de pouvoir aussi vendre tes photos à partir de ce plugin-là. C'est de mixer un thème avec un plugin qui arrive et qui apporte des fonctionnalités. Et comme ça, si un jour tu décides, bah, pour une seule raison, de changer de thème, bah, toutes les fonctionnalités que tu auras ajoutées, vendre tes photos, les importer, etc., bah, le plugin te permettra d'encore les utiliser. Ok, ça marche. Ouais, donc avec cette boutique, vous comptez vous attaquer à différentes niches C'est ça. pour pouvoir après fournir des solutions intéressantes par rapport à ce qui existe déjà, quoi. Tout à fait. Il y a la partie design, mais c'est une partie de la chose. Il y a toute la partie fonctionnelle qui est importante. C'est quand on veut se lancer, que ce soit la niche, on a un besoin de design, mais on a aussi des besoins en termes de fonctionnalité. Le but, c'est aussi de les apporter. Ok, ça marche. Ok, ben, du coup, alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur un de ces trois projets? Donc, bah, on peut repasser vite fait sur Imagify. Donc là, c'est le prochain projet qui va sortir. Donc, c'est vrai que quand on en avait parlé un petit peu au VPTech, tu m'avais dit que bah, les images, c'est ce qui est le plus gros, en fait, au niveau d'un site, c'est ce qui est le plus lourd sur Mm. une page. Et donc, en fait, ça va être complémentaire à WP Rocket. Tout à fait. En fait, l'idée nous est venue très simplement et naturellement. En fait, via le support, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes bah, avaient VP Smoshit, Kraken ou TinyPNG. Enfin, utilisaient dans plus de 50% des cas, ils utilisaient un compresseur d'image. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une autre et apporter une solution en plus de WP Rocket pour améliorer les images. Si les gens sont intéressés, aiment WP Rocket, ils seront très probablement intéressés par Imagify et donc du coup iront aussi vers cette solution-là. Mm. Puis c'est vrai que quand on regarde les tarifs, c'est assez peu cher quand même pour compresser. C'est pas. Ouais, c'est des tarifs vraiment abordables. Il y en a pour pour tout le monde, que ce soit pour le petit blogueur ou pour le gros blogueur qui publie 15 articles par jour. L'idée, c'était justement de proposer des offres pour que tout le monde puisse profiter de ce service-là. Donc, c'est un service où on peut optimiser ses images à partir de notre plateforme, enfin, à partir de notre site internet, mais aussi à partir d'un plugin WordPress. Le but, ce serait aussi d'avoir un plugin PrestaShop, Shopify, etc. Et à partir du plugin WordPress, on peut déjà tout faire. Qu'on soit en gratuit ou en payant, les fonctionnalités sont les mêmes. Le compte gratuit n'est pas bridé. La seule chose qui est limitée au niveau du compte gratuit, c'est le nombre d'images qu'on peut optimiser chaque mois. Mais en termes de fonctionnalité, quelqu'un qui a un compte gratuit a les mêmes que la personne qui a le compte payant. La seule différence, c'est sur la taille maximum de l'image à optimiser. En gratuit, on ne peut pas dépasser 5 MO. C'est la seule Ok. option. Et en termes de tarifs, ça va d'un pack à 3,49 $ qui peut être utilisé pendant un temps illimité ou en abonnement. L'abonnement le moins cher est à 3,49 $ par mois. Et si tu prends sur l'année, tu as 2 mois gratuits, donc ça doit faire de 90 par mois. Enfin, du coup, c'est pour 500 MO par mois, il faut déjà y aller et faire 500 MO par mois. Ça répond déjà à la plupart des besoins d'un site C'est internet. clair, ouais, il y a de quoi faire avec 500 mots. Après, c'est plus comme tu me disais, après, ce que vous aimeriez bien, pardon, ça serait de toucher des gros sites ou des grosses plateformes après pour pouvoir avoir un peu plus de volume. Ah, c'est aussi indispensable pour pouvoir vivre, parce que là, faire des abonnements à coût de 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, euh, avant de faire ne serait-ce que 1 000 € par mois, il faut vraiment y aller. Là, par exemple, on a 50 clients, il doit avoir à peu près, je crois, 40 abonnements. Ça représente un revenu mensuel récurrent de 200 euros.
Donc, ça te montre que 40 abonnements, 200 euros de revenus mensuels, il faut vraiment faire un gros volume, quoi. Mhm. Donc ouais, l'idée un petit peu, c'est d'avoir un petit peu une émulation avec les petits utilisateurs, entre guillemets, et pour pouvoir après décrocher de plus gros contrats avec des grosses boîtes, quoi. Tout à fait. Le but, c'est justement de pouvoir offrir à un prix vraiment accessible à tout le monde pour que la plupart des gens qui sont séduits par le produit puissent s'abonner et après que les clients deviennent ambassadeurs, que ça passe du bouche à oreille et que ça puisse toucher après de plus gros médias. Mhm. Ouais, c'est un petit peu le business model d'Evernote, quoi, que beaucoup de personnes utilisent en gratuit et après pour les boîtes qui utilisent ça en payant. Ok, ça marche. Alors du coup, pour Sécupress, on a parlé pas mal de la boutique de thème, donc on ne reviendra pas dessus, mais pour Sécupress, euh, donc du coup, ouais, l'idée c'est d'arriver un petit peu à poutrer quoi, tous les autres plugins qui soient gratuits ou payants. Et donc pareil, j'ai eu un petit aperçu aussi au VP Tech. Hein, donc voilà, déjà c'est une raison de venir aux événements WordPress, ça peut être sympa, on peut avoir des petites infos croustillantes. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça va assez loin. Julio, on va dire que c'est un peu un acharné de la sécurité. Donc, s'il sort un plugin là-dessus, il va pas faire semblant. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques petites fonctionnalités, on va dire, qui sont un petit peu originales par rapport à ce qui se fait déjà sur d'autres plugins? Alors, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que nous, on a un regard vraiment en tant qu'utilisateur. Moi, j'y connais rien en sécurité. Enfin voilà, je connais deux, trois trucs de base pour sécuriser son code, mais après, je suis pas un spécialiste de la sécurité. Et du coup, je découvre ce plugin comme les nouveaux utilisateurs vont le découvrir. Et moi, WordFence, j'ai jamais réussi à comprendre ce qu'il faisait. J'arrive sur une page d'options, c'est 50 milliards de trucs, c'est tout en anglais, d'un anglais bien technique, donc je ne comprends pas, malgré que j'ai un niveau d'anglais pas si mauvais que ça, hein. Et iTeam Security, c'est différent. Lui, justement, c'est pour le moment le client, le plugin pardon, qu'on recommande à nos clients quand ils nous demandent quel plugin de sécurité ils peuvent utiliser avec Developer Rocket. Justement, c'est le plugin où la sécurité, c'est un peu comme le cache, tu sais pas trop ce que tu fais et tu n'oses pas trop le faire. Dans WordFence, tu n'as aucune explication. Dans iTeam Security, ce que je trouve bien dans ce plugin-là, c'est que justement, tu as des explications sur chaque module, tu as une petite description et du coup, tu sais ce que tu fais. Et CQPress, l'objectif de CQPress, c'est un peu comme Developer Rocket, c'est de simplifier ce paramétrage d'un plugin avec des aspects qui sont assez compliqués et tout en l'expliquant et en pouvant le faire très simplement. En fait, CQPress sera divisé en deux parties. Il y a une partie scanner et une partie module. La partie scanner permet de scanner différents points de sécurité de son installation, de donner une note sur 100 avec un grade et de savoir justement à quel niveau notre site est sécurisé. Et pour chaque scanner, il y a un fixe. C'est-à-dire que voilà, tu vas scanner, est-ce que tu as des plugins qui ne sont pas à jour depuis plus de 2 ans? Ça va te dire oui, tu en as tant. Tu vas pouvoir juste en cliquant sur un clic, mettre à jour automatiquement tous tes plugins. L'avantage de CQPress, du scanner de CQPress par rapport aux autres scanners que tu peux avoir, c'est que quand tu cliques sur Fixit, tu vas vraiment fixer la chose. Sur iTeam Security, quand tu cliques sur Fixit, il va demander d'activer une option qui va ensuite te paramétrer. C'est pas vraiment des fixes en fait. Donc la partie scanner qui va te permettre voilà, de scanner ton installation et de fixer des points importants de la sécurité. Donc ça a 3 niveaux, critique, intermédiaire et normal. Et ensuite, donc ça va permettre de fixer des choses à cet instant-là. Et ensuite, tu vas avoir des modules. Et les modules, ça va permettre de rajouter de la sécurité via des modules, du coup. Tu vas avoir un module, alors j'ai plus le terme en français, je sais pas comment on pourrait, des limites de connexion. Le plus connu, c'est limite login attempt. Tu pourras faire la même chose avec un module CQPress, donc c'est-à-dire un anti-brute force. Tu vas avoir des fonctionnalités. Alors, tu vas avoir plein de modules comme ça, en fait. Donc, scanner, module, et les modules vont apporter des nouvelles fonctionnalités, en fait. Donc, le scanner, il fixe des problèmes, et le module apporte des nouvelles fonctionnalités en termes de sécurité. D'accord. Voilà. J'ai bien compris.
Les, attends, je vais marcher en même temps, je sais pas pourquoi, mais du coup, les modules seront externes, des add-ons, c'est ça? Alors, si tu veux, en termes de menu, tu as le menu CQPress, module, scanner et dashboard. C'est deux choses différentes. Tu as les scanners d'un côté et les modules d'un autre. Les modules se configurent en fonction de ce que tu veux. Les scanners, tu n'as rien à faire. Tu cliques sur Scan It et Fix It. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, ce qui est bien, donc, l'avantage que tu me dis, c'est qu'en fait, voilà, ça va vraiment régler les problèmes au lieu de te dire, bah voilà, faut aller ici, faut aller là. Non, les problèmes seront réglés et après, tu t'en occupes plus, quoi. Tu cliqueras sur un bouton et ton problème sera réglé. Donc, tout ce que l'utilisateur demande, en fait, tout simplement. C'est ça, simplicité. Ok, ouais, ouais, ça marche. Alors, du coup, bah, on va enchaîner. Du coup, et alors, pas mal de projets, donc. Et du coup, vous êtes 12, là, bientôt 13. Et c'est pas trop compliqué de communiquer à 13 tous ensemble? Ça devient on va dire qu'on a de moins en moins de temps pour passer du temps avec chacun d'entre eux. Et justement, on s'efforce à avoir une organisation qui fait qu'on puisse parler tous ensemble de temps en temps. Donc en fait, tous les lundis et tous les vendredis, on a des réunions pour chaque projet. Donc le lundi, en fait, on va dire qu'est-ce que je prévois de faire dans la semaine. Et le vendredi, c'est bah voilà, j'ai eu le temps de faire ça, j'ai rencontré tel problème, etc. C'est du débrief. Après, en fonction des projets, il y a aussi des réunions internes. Par exemple, le mercredi, tous les membres du support de WP Requête font une réunion entre eux, donc tous les customer support engineers. Et ben voilà, cette semaine, j'ai eu un ticket où j'ai eu un peu de mal. Du coup, bah, j'ai trouvé la solution comme ci, comme ça. Et ils parlent de leur quotidien, enfin de leur semaine au niveau du support pour justement faire des retours d'expérience et essayer d'améliorer entre eux eh bien, leurs conditions de travail et le support à côté. Mhm. Pour Pour, faire tourner l'information, quoi. c'est ça, tout à fait. Et puis chaque semaine, à la fin de leur réunion, ils nous font un récap. On utilise P2, qui est un outil créé par WordPress. Et comme ça, tout le monde peut lire le récap de leur meeting. On essaye aussi, vu que toute l'équipe est divisée dans le monde, de profiter des événements WordPress pour se rencontrer et vivre un petit peu ensemble. Parce que le télétravail, c'est un avantage. Le seul inconvénient, c'est que justement, bah, le côté humain, chaleur humaine, on l'a moins en réel que quand on peut être dans un open space avec d'autres personnes, etc. On ne peut pas aller bouffer tous ensemble tous les jours, ce genre de choses-là. C'est clair. On profite des événements WordPress pour se rencontrer. Au WP Tech, on était, voilà, Julio a rencontré pour la première fois Grégory. Pour le WordCamp Paris, on sera 10 membres de l'équipe. Il y aura Caspar d'Allemagne et Alice d'Espagne qui nous rejoindront pour la première fois. Pendant le WordCamp Europe l'année dernière, non, c'était cette année, pardon. Pendant le WordCamp Europe au mois de juin ou juillet, je ne sais plus, on a profité pour justement, à l'époque on était 8, et du coup on a invité tout le monde, on a loué une villa une semaine après l'événement et on s'est tous retrouvés pendant une semaine à travailler ensemble. Ça c'est quelque chose qu'on va faire toutes les années. Donc réunir tout le monde. Si on a Lucie qui est aux États-Unis, à Los Angeles, on a Rémi qui est parti vivre 2 ans à Montréal, Alice qui est une Italienne qui vit à Barcelone. Maintenant on a Caspar qui vit en Allemagne, Marco en Serbie. On est 3 à Lyon, un à Toulouse, 3 en Alsace et un dans le Nord. Donc, tu vois, c'est vraiment éparpillé un peu tout dans le monde et on essaie de profiter des événements pour se voir. Ouais, c'est clair. Ok, super. Bah, en tout cas, merci pour ces petits retours. Du coup, je pense qu'on va enchaîner sur un truc qui est assez intéressant au niveau de votre boîte. C'est que vous communiquez, enfin, en tout cas, vous êtes hyper transparent sur vos chiffres, sur vos. Alors, tu parlais de la feuille de route tout à l'heure, mais du coup, voilà, vous faites un petit récap tous les mois pour partager vos chiffres, combien de tickets il y a eu, combien de, voilà, etc., combien de ventes. Et du coup, vous avez été, enfin, je pense que ça aussi fait partie de comment dire, bah, de votre promotion au niveau international, parce que vous avez été repris par pas mal de blogs anglophones à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Justement, ça fait partie de la transparence, fait partie d'un de nos points pour nous aider à la croissance en fait.
On a décidé de faire ça suite à 2 expériences qu'on a eues avec Jean-Baptiste. C'est d'être parti en 2014. Attends, ça date déjà. On a vécu 3 mois à San Francisco. C'est la ville du web. 20% des gens là-bas travaillent dans le web. Je sais pas si tu imagines, mais 20%, c'est juste énorme. En France, ça doit être, je sais pas, 0,1, un truc comme ça. Enfin, C'est assez énorme, quoi. un truc de fou, quoi. C'est un truc de taré. Et pour justement s'imprégner de la culture américaine au niveau de la gestion du startup, etc., qui a vraiment rien à voir en France. Donc, ça nous a vraiment aidé et changé notre philosophie de gestion d'une startup. Et notre passé en agence, on a vraiment été traumatisé par notre courte aventure en agence. JB a fait 8 mois et moi j'ai fait 1 an et demi, hein, ce qui est assez court. Et justement, l'une des choses qui en agence et pose le plus de problèmes au sein des différents collaborateurs, c'est le salaire. Chacun a un salaire différent qui est négocié en fonction de comment tu as pu t'en sortir pendant ton entretien. Je généralise. Hein. En général, si l'autre a réussi à avoir 200 euros de plus, c'est parce qu'il s'est mieux démerdé qu'un autre lors de son entretien. C'est vraiment généralisé. Ça se passe pas dans toutes les boîtes, mais moi, ça a été mon cas. En passant l'entretien, j'ai passé mon temps à négocier mon salaire au lieu de dire qu'est-ce que je pouvais apporter à la société. Et c'est souvent, on a toujours des ah pourquoi elle touche 4 000 euros alors qu'elle branle rien, machin, tout ça. Et le meilleur moyen de casser et de casser ça et d'apporter une bonne ambiance dans une agence, enfin dans une société, c'est déjà c'est d'être transparent sur ces salaires-là et de fixer des salaires en fonction, pas en fonction du bac, pas si tu as le bac ou si tu as un bac plus 5, etc. C'est pas parce que tu as un bac plus 5 que tu dois forcément toucher 1 000 euros de plus qu'un mec qui a que le bac. C'est pas parce que le mec a le bac qu'il est forcément plus con que toi. Ça veut rien dire. C'est juste des études. Surtout dans un domaine Carrément. comme le web où on est tous autodidactes. C'est pas parce que toi, tu vas avoir un bac plus 5 et Tartampion aura un bac qui sera moins performant que toi. Dans la plupart des cas, même au contraire, parce que le mec, il aura tout appris sur le tas, et donc du coup, il sera peut-être plus passionné, etc. Donc vraiment, de faire une grille de salaire qui est déterminée en fonction de certains bonus, et des bonus qui ne sont pas liés à l'expérience et au diplôme. Notre grille de salaire, elle est fixée en fonction de bonus de localité, si tu as un enfant, et il y a un seul variable qui est les compétences je vais donner un exemple, ce sera plus simple. On a un salaire de base, tu as un salaire de base sur chacun des métiers, et après tu as des bonus. Donc on va prendre l'exemple d'un développeur. Hein. Je vais juste retrouver la grille où elle est. Hop. Donc le salaire de base d'un développeur, c'est 1 800 euros net. Enfin, c'est toujours en net. Et après, en fonction de certains paramètres, tu peux gagner plus ou moins pas moins en tout cas, tu as un salaire plus élevé. Tu as ton expérience, c'est le seul critère que nous, on va sélectionner. Alors, c'est pas ton expérience, en fait, à proprement dite. Par exemple, voilà, ton expérience au niveau du PHP, ton expérience à ce niveau. C'est ton expérience avec le produit ou projet sur lequel tu vas travailler. Si tu étais un ancien client d'WP-Rocket et que tu as déjà fait enfin, tu vois, que tu étais un client, tu peux être un fric, tu as fait du support pour tes clients à côté, etc. Bah, tu as déjà de l'expérience sur le produit là. Donc, tu vas pas commencer junior, tu vas pas le découvrir. Tu commenceras peut-être en intermédiaire, etc. Donc, c'est vraiment l'expérience au niveau du projet sur lequel tu vas arriver. Ça, c'est un pourcentage. Donc, si tu es junior, c'est 0, intermédiaire, c'est 10. Et si tu es le dernier, je sais plus, je crois que c'est expert ou je sais plus, avancé, c'est 20%. Après, tu as un bonus de 100 euros si tu as des enfants ou pas. Donc, si tu as un enfant ou plus, tu as 100 euros. D'accord, ok. Savoir que c'est totalement légal, c'est quand on a posté ça sur notre blog, quelqu'un nous a dit c'est complètement illégal ce que vous faites, et puis en plus, voilà, c'est pas bien, etc., etc. Alors, savoir que c'est totalement légal, que la fonction publique le fait, et qu'à titre de comparaison, pour ton premier enfant, la fonction publique, tu touches 6 euros de bonus. D'accord. 100 euros, tu fais vite fait la différence. C'est clair. Ouais. Et ensuite, tu as un bonus en fonction de là où tu te trouves. Donc voilà, par exemple, Lucie, elle touche plus de 5 000 dollars par mois, mais Lucie, elle a un loyer qui est au moins à 2 000 ou 2 500 dollars par mois. Donc du coup,
on peut pas la payer 2000 $. Du coup, C'est clair. elle a un bonus qui fait que qui est adéquat à là où elle vit, quoi. Donc c'est pour ça, si tu es en Amérique du Nord, tu as plus tant, si tu es en Amérique de l'Est, tu as ça, etc., etc. Et enfin, tu as des bonus en fonction des objectifs de chacun des projets. Chaque projet a un objectif. Par exemple, WP Rocket, pendant un certain temps, l'objectif était 50 000 $. Et pour chaque tranche de 10 000 $ supplémentaires, les personnes avaient, les teammates avaient, on dit teammate, c'est pour employé, mais il n'y a pas vraiment de ce nom, on n'aime pas dire Équipier, quoi. voilà, coéquipier, je ne sais pas vraiment quel est le Mhm. terme exact en français. On a horreur de dire employé, donc on préfère dire teammate et garder teammate. Moi, ce que j'avais horreur en agence, c'est que quand quand toute l'équipe développait un projet pendant 2 mois et que le projet était vendu entre 200 et 300 000 euros, déjà, si on avait un merci, c'était sympa. Mais tout cet argent-là, tu te demandais, mais il passe où? En fait, il va dans l'argent, il va dans les poches du patron et puis c'est tout. Qu'est-ce que ça aurait été de donner, ne serait-ce qu'une prime? Tu as 5 personnes qui interviennent sur le projet, je donne une prime de 500 euros à chaque personne. Ça fait 2500 euros de données sur un projet à 200 ou 300 k. C'est que dalle. Et C'est pourtant, clair. toi, tu reçois une prime de 500 euros, tu es super content, tu es content de ton travail et tu as encore envie de retravailler et tu sais pourquoi tu travailles. À chaque fois, je partais, c'était 21 heures, je rentrais chez moi, j'étais gris et à la fin du mois, je touchais le même salaire. Au bout d'un moment, hein, je partais à 18 heures et j'en faisais pas plus en termes de travail. Au final, je travaillais plus, mais je gagnais pas plus. Donc pourquoi je m'investirais pour une société enfin, qui entre guillemets m'exploite, hein, parce qu'au final, l'argent retombait pas dans nos poches. Et c'est pour ça que justement, chez WP Media, il y a ce système de bonus-là. Plus le produit rapporte, et plus toi, ton salaire est augmenté, ce qui est normal. Si la startup gagne plus d'argent, c'est grâce à qui? C'est grâce aux personnes qui y travaillent. Et donc, l'une des formes de récompense, il y a l'argent, et il y a aussi d'autres choses, mais l'une est l'argent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des bonus. Donc, en août, on avait fait 53 000, donc tout le monde a eu 4% de plus sur son salaire. En juillet, on a fait 90 000, donc tout le monde a eu 20% de plus sur son salaire, ce qui est vraiment pas négligeable d'avoir 20% de plus. On a fait 90 000, c'est bien, et bien justement, tout le monde en a profité, et il y a eu 20%, etc., etc., pour chacun des mois. Et là, justement, on a dépassé cet objectif-là de 50 000 pendant 4 mois. Et quand on dépasse un objectif pendant 4 mois d'affilée, on rehausse l'objectif. Parce que quand tu atteins des objectifs tous les mois, c'est plus vraiment un objectif et tu n'es plus trop motivé parce que tu sais que tu vas l'atteindre. Donc, du coup, on l'a rehaussé. Donc, on l'a passé à 120 000 par mois. Donc, on sait que c'est un objectif qu'on va mettre plusieurs mois à faire. Ça va être entre 6 et 8 mois. Et donc, du coup, tu me diras, mais du coup, il n'y a plus de bonus. Oui, sauf que maintenant, le fait d'avoir rehaussé le bonus, enfin l'objectif, eh bien, tous les teammates ont 8% de plus sur leur salaire de base maintenant. Donc, automatiquement, maintenant, tous les teammates ont 8% de plus sur leur salaire. Et toutes les personnes qui ne travaillent pas sur WP Rocket, parce que c'est aussi un travail d'équipe, ont eu 1% en plus sur leur salaire. Voilà. Ok, c'est vraiment quelque chose pour motiver les gens. Et comme tu disais, par rapport à quelqu'un qui bosse en agence, c'est vrai qu'il peut y avoir des gros projets. Et puis souvent, les gens qui bossent en agence, il y en a peut-être qui nous écoutent, ils triment, voilà, comme tu disais, tard le soir, etc. Et puis s'il n'y a pas de récompense à la fin, c'est vrai que ça peut être frustrant à la longue, quoi. Quand ça se passe sur des années et des années, c'est clair que Et c'est pas la récompense, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément être une prime de salaire, mais vraiment montrer que justement, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, les remercier d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, par exemple, je sais pas, les inviter à une session de karting, les inviter au resto. Enfin, c'est une attention qui montre qu'on se préoccupe de cet teammate et que c'est pas juste des numéros sur une fiche de salaire, quoi. Les gens qu'on recrute, c'est des personnes à qui on a confiance et avec qui on veut travailler sur du long terme. Et donc, du coup, il faut les chouchouter. Et pour les chouchouter, ça passe par des petites attentions comme ça, quoi. C'est pas forcément des bonus sur le salaire, c'est vraiment donner des petites attentions. Ça peut passer par un simple merci, un mail de remerciement à la fin du projet. Enfin voilà, c'est être attentionné auprès de cette teammate. Ouais, puis ça crée une culture d'entreprise qui est solide, quoi. Ça soude les gens.
au lieu que chacun se tire dans les pattes pour des conneries, quoi, comme on peut voir dans plein de boîtes, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir une grille de salaire publique en interne et en externe, c'est le double avantage, c'est que bah, les teammates entre eux, bah, il n'y a pas de tabou par rapport à ça, parce qu'ils ont un salaire qui est le même et il est différent en fonction de critères qui sont justifiés. Et pour ceux, c'est aussi un avantage quand tu recrutes, parce que du coup, le fait d'être transparent, d'avoir une culture transparente, eh bien, les gens auront déjà peut-être entendu parler de toi. Quand tu vas publier une offre de job, ils vont, si c'est des bons candidats, ils vont se renseigner sur toi, ils vont voir ta culture d'entreprise, etc. Et c'est beaucoup plus facile de recruter des gens quand tu as une culture d'entreprise qui est ouverte pour leur donner envie que quelque chose de fermé et classique, on va dire. Donc c'est aussi le fait d'avoir une transparence, c'est une grosse facilité au niveau du recrutement. Les deux derniers recrutements, c'était un peu plus compliqué au début pour recruter parce que justement on n'était pas connus, etc. Je sais pas à l'étranger. Le dernier recrutement au niveau du support, on a fait un tweet. On a publié l'offre, on a fait un tweet. On ne s'est pas occupé de la campagne de recrutement. On a eu, au final, tu as beaucoup moins de candidats, mais c'est des candidats qui sont beaucoup plus qualifiés. Parce qu'ils te suivent déjà, ils te surveillent, et donc voilà, quoi. C'est ça, tout à fait. Et puis, ils se renseignent. Et les deux derniers, c'est par tweet. Les deux derniers jobs, les derniers postes, c'est par tweet. Donc, ça aide vraiment aussi au recrutement des nouveaux teammates. Ok, carrément, ça marche. Alors du coup, bah, dans ce que tu disais là, un petit peu avant, tu parlais justement que enfin, vous voyez à long terme. Hmm. Comment vous voyez dans, je sais pas, dans 5 10 ans? Vous voyez comment votre business Wow, c'est loin. Dans 5-10 ans, encore avoir des nouveaux projets. ouais, Là, on travaille sur 4 nouveaux projets, mais on a aussi 2 idées de projets qui sont dans la tête, mais qui seront développées certainement plus sur 2017. ok. Comment on se voit? Tous Vous les voyez à combien? 50 peut-être ou en termes d'effectifs, ouais, ou dans d'autres domaines aussi, hein, peu importe. l'objectif, enfin, en termes d'effectifs, il n'y en a pas vraiment. C'est en fonction de la croissance Mhm. de la startup. C'est plus au niveau des projets. Si on aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc, bah, voilà, si dans 5 ou 10 ans, on peut avoir encore 5 ou 6 projets en plus, tout en ayant les projets en cours qui sont toujours vivants et qui restent toujours. Ouais. Ça serait plus ça, serait de parler en termes de projets, si on est très curieux. Voilà, on prévoit de faire des nouveaux projets sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, il va falloir recruter des personnes compétentes dans ce domaine-là, apprendre avec elles, etc. Donc, Mhm. c'est plus sur des projets. Voilà, on se Ça verrait marche. plus sur des projets comme des projets sur un manège WP-like ou un VP Engine-like. Enfin, voilà, Ouais. des plus gros projets d'envergure, on va dire. Ouais, qui demande plus d'infrastructures, de compétences pour. C'est ça, voilà. C'est des projets qui demandent plus d'infrastructure, donc un manège WP-like ou d'hébergement, c'est des projets d'où d'ici 5 ans, même plus tôt, on aimerait bien y être. D'accord, ok, sympa. Bon, bah, il y a pas mal de bonnes choses, hein, en tout cas. Et Mm. alors du coup, bah, je vais revenir un petit peu à ce que tu disais au niveau de ton ancien job en agence. Mm. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans ta vie maintenant, enfin, ta vie de start-upper et ta vie d'employé d'agence? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Vraiment rien à voir. Déjà, ma femme te dira ne retourne plus jamais et j'espère qu'il ne retournera plus jamais en agence. En fait, parce que quand je rentrais chez moi, j'étais toujours aigri. Il y en avait un avec qui j'ai envie de casser la gueule parce que le chef de projet avait décidé, ah, je suis toute contente, je viens de vendre du responsive. Ouais, mais le projet il vient de sortir. Là, c'est toujours un truc qui allait pas. Voilà. Malgré que j'ai quand même rencontré des gens géniaux en agence, hein, que ce soit par exemple quand j'étais chez Pixio, on a toujours des bons contacts et j'ai adoré mes 6 mois chez Pixio. Le seul truc qui me dérangeait, c'était que c'était des projets un peu moins grande envergure que la société d'après. Mais le côté humain et équipe avait été génial. Et vraiment, ce qui change, on va dire, c'est que déjà, c'est un impact sur ta vie privée. Quand tu as des conditions de travail qu'on essaye de mettre en place chez WP Media, donc pas d'horaire, n'importe quel teammate peut décider quand est-ce qu'il travaille.
Je vais prendre l'exemple de Sébastien. Sébastien a une petite fille de 2 ans. Le mercredi matin, par exemple, il ne travaille pas parce qu'il s'occupe de sa fille. S'il veut la récupérer chez la nounou, il va prendre son heure le temps de la récupérer chez la nounou. Bref, du coup, quand tu as des horaires flexibles aussi, tu peux gérer ta vie privée beaucoup plus facilement que quand tu as des horaires d'agence où tu dois faire du 9h 18h et quand tu as des heures sup, finir jusqu'à 21h. Et encore mieux quand tu travailles chez toi parce que du coup, tu peux t'arrêter à 17h. Par exemple, Julio s'arrête tous les jours à 17h, il s'occupe de sa femme, de ses enfants, enfin de sa vie de famille, hein. Ouais, Et, quand ce beau petit monde est couché, et à 23h, il continuera de travailler jusqu'à 2h du matin. Donc vraiment, sur le plan vie privée, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Et l'autre point, c'est que du coup, quand tu travailles pour des clients en agence, c'est en général du one shot, c'est des projets que tu vas pas revoir après. Donc tu vas travailler sur le projet pendant un mois, tu vas peut-être t'éclater, hein, c'est il y a des projets en agence où je me suis vraiment éclaté, mais après tu t'as pas de suivi. T'as la V2, c'est pas forcément la même agence qui va la faire, etc., etc. Et cetera. Et là, l'avantage quand tu travailles sur du produit, le produit, tu le vois évoluer et tu le vois grandir, tu le vois aussi des fois se casser la gueule. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que tu vois tes empreintes, tu vois ce que tu as fait, tu vois les impacts sur le court, moyen et long terme. Et je trouve ça beaucoup plus excitant que de faire plein de petits trucs one shot. et puis, tu as la relation avec le client aussi. Tu peux avoir des retours. Merci, voilà, ça m'aide à faire ci, ça, etc. Ouais, le retour client est pas du tout le même. En agence, j'en avais eu des retours positifs, enfin des remerciements. J'ai plus parlé de remerciements, mais c'était assez rare pour vraiment le souligner. Et tandis qu'avec WP Rocket, moi, il y a une chose justement qui m'avait vraiment étonné en 2014 pour le WordCamp, c'est des gens sont venus nous voir pour nous remercier pour le support, pas pour le produit, pour le support. Ouais, c'est dingue. Et je trouve ça dingue. Et justement, ça te motive encore plus à produire du bon support et à encore améliorer que ce soit et le produit et le support. T'as vu, et en même temps, c'est normal, hein, quand tu fais 20 clients par an et que tu en fais 10 000 par an, tu as plus de chances d'avoir de remerciements avec 10 000 qu'avec 20. C'est sûr. Et donc, du coup, quand tu as tous ces retours d'expérience d'utilisateur, ça te motive encore plus. Et tu sais, ah bah ouais, je travaille pour rien, mais tu, tu, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, c'est pour rendre service à des gens quotidiennement, etc., etc. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je le vois avec la marmite, hein, tout simplement, juste avec les articles ou aussi avec les projets que j'ai sortis, Thème de France ou le bouquin Relooker son thème. Tu as des retours, même là au VPTech, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire merci, etc. Donc ça blinde pour la suite, quoi. Ça, c'est quand tu as des retours, tu as aussi des retours négatifs, hein, mais le retour Ouais, positif te booste et après les retours négatifs te permettent de te remettre en question et encore d'améliorer le produit. Donc ouais, en fait, je mettrais vraiment les retours d'expérience en général, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que les deux te permettent l'un te motive et l'autre te permettent d'améliorer. d'être meilleur, ouais. Tant que c'est constructif, c'est bon à prendre, quoi. Tout à fait. Du moment que c'est constructif, dire c'est mauvais, c'est pas constructif, mais dire c'est mauvais parce qu'il y a ça, du coup, ça permet de l'améliorer. Et puis, l'autre avantage, c'est que quand on recrute une nouvelle personne, on recrute toujours meilleur que nous-mêmes. Hmm. Et donc, du coup, on apprend énormément des autres teammates qui sont dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment un avantage et surtout un mélange culturel, parce qu'on a différentes nationalités. Et du coup, c'est ce niveau de compétence plus cette diversité culturelle, tu apprends tellement de choses. C'est vraiment, vraiment bénéfique en tout point. Et aussi très excitant à chaque fois de recruter une nouvelle personne. Tu sais que elle va t'apporter des nouvelles choses, tu vas pouvoir apprendre avec elle. Et chacun d'entre nous, justement, permet avec son expertise de partager son expérience, de partager son savoir. Et du coup, toi, tu récupères de tous ces côtés. Et du coup, tu apprends de tout le monde. Ouais, du coup, tu as une meilleure vision de comment gérer telle chose, etc. Tu seras plus à même de donner des conseils après ou de rediriger plus tard.
Ok, ça marche. Donc, tu vois, par exemple, avec Mathieu, qui est notre designer, euh, Ouais, bah voilà, quand on fait un design, on essaye de voir aussi avec lui, bah, tu vois, là, niveau marketing, ça serait mieux de plutôt mettre ça en avant, etc. Et on voit vraiment son évolution de quand il est arrivé à maintenant, où justement, il a acquéri toute cette expérience au niveau marketing, etc. Et ça se ressent sur ses nouvelles maquettes, où il peut mettre en place, il a mis en place bah, tout ce qu'il a appris durant les derniers mois qu'il a été chez nous, etc. ok, ouais. Non, c'est vraiment très gratifiant. Ok, super. Bon, bah, on a fait un bon petit tour des choses. Là, je vais terminer avec la dernière question qui concerne bah, la communauté WordPress. On a pas mal parlé des événements tout au long de ce podcast. Bon. Donc, et vous, alors, vous êtes vraiment pas mal présent au niveau des événements. Là, au VPTech, le dernier événement, bah, vous aviez une table, etc., avec pas mal de petits goodies, etc. Euh, Est-ce que c'est important vraiment enfin, de donner aussi à la communauté? Vous êtes aussi sponsor pour, euh, pour les événements? En fait, sans WordPress et sans la communauté, on serait rien du tout. Donc, c'est une façon de remercier la communauté. Et la remercier, ça passe par différents moyens. Euh, Comme tu disais, il y a le sponsoring, c'est un premier moyen qui permet bien d'aider financièrement les différents événements de la communauté. Tu peux aussi participer en tant que bénévole à un événement. Donc, toi, tu as été bénévole au dernier WP je suis bénévole enfin, je suis co-organisateur du WordCamp à Lyon et du WordCamp à Paris cette année. Je m'occupe de tout ce qui est sponsoring, contact avec eux, etc., etc. Et c'est des choses qui prennent du temps, mais du coup, c'est ce qui permet aussi d'être au cœur, c'est ce qui te permet aussi d'être impliqué. Après, il y a aussi d'autres façons. Tu as beaucoup de communautés maintenant locales qui organisent des meet-up, que ce soit à Toulouse avec Nico, que ce soit du côté de Biarritz dans le sud avec Aurélien. Maintenant, il y a aussi à Montpellier. Enfin voilà, il y en a à Nice, il y en a à Valence, c'est vraiment maintenant partout en Ça se France. développe. A vraiment eu depuis un an, vraiment, il y a eu un élan en termes d'événements qui est vraiment sympa. Et voilà, participer à la communauté, c'est aussi être speaker, être orateur, partager ses différentes expériences. Partager ses expériences, c'est aussi un moyen de dire merci parce que voilà, j'ai appris de la communauté. Ben, en échange, voilà, je vais vous partager ce que j'ai appris et vous allez pouvoir apprendre et du coup, et après, ben, vous servir de ce partage d'expérience-là. Ouais, pour ceux qui arrivent un petit peu sur le tard, quoi, Mm. qui voient qu'il y a des gens qui sont soudés, qu'on peut échanger, avec qui voilà, peut faire beaucoup de choses. Et justement, qu'est-ce que donc, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais là, ce sera vraiment ma dernière question. Bah, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux freelances et aux gens qui bossent en agence et qui font du WordPress qui nous écoutent? De venir aux événements, aux différents événements, que ce soit des petits événements entre guillemets comme les meet-up qui vont rassembler entre 20 et 30 personnes et les plus gros comme les WordCamp. Pour plusieurs raisons, c'est déjà rencontrer du monde, rencontrer des gens. Socialement, ça fait pas de mal. Et aussi pour s'enrichir de retours d'expérience, parce que quand c'est que ce soit pour des meet-up, pour des WordCamp, on assiste à des conférences. Et donc, du coup, des fois, pas des fois, mais tout chaque année, il y a forcément une ou plusieurs conférences sur un domaine dont vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, ou du coup, vous souhaitez découvrir quelque chose. Par exemple, cette année, il y aura deux conférences. Le programme vient d'être publié à Paris. Il y a deux conférences sur la REST API. La REST API, c'est quelque chose qui est en pleine effervescence sur la communauté WordPress. Et donc, du coup, bah, voilà, si vous souhaitez avoir des informations, c'est le meilleur moyen déjà d'assister à des conférences. Après, pour networker, c'est vraiment indispensable pour pouvoir rencontrer des nouveaux clients, rencontrer des clients déjà qui sont eux dans la communauté pour pouvoir les rencontrer et parler avec eux. Savoir des clients et parler avec eux de leur projet, c'est bien, mais si on peut aussi rencontrer des clients et parler de tout et de rien, c'est aussi bien, ça permet de créer des Sympa. liens avec eux. Et pourquoi pas aussi trouver de nouveaux clients en networkant ou en trouvant, je ne sais pas, si vous êtes freelance ou vous êtes développeur, vous allez peut-être rencontrer un designer et du coup pouvoir faire affaire avec lui en faisant des prestations, lui fait le design
et vous faites le développement et vice-versa. Faut pas hésiter non plus à être orateur, parce que chacun a des connaissances, chacun a un savoir. C'est un exercice qui est pas facile, mais une fois qu'on a réussi à dépasser cette peur-là, c'est un exercice qui est très excitant et partager, c'est vraiment quelque chose de bien. Et au final, on n'y tire on ressort que du bénéfique parce qu'après, on a des retours sur notre conférence. Donc, du coup, on va aussi apprendre des nouvelles choses suite au retour. On va échanger avec d'autres personnes. Donc voilà. Si vraiment il y a deux conseils, c'est de venir participer aux événements parce qu'en plus, ils sont vraiment pas chers. C'est entre 30 et 40 euros en fonction de l'événement. Les meet-up, c'est gratuit. Donc, en fonction de là où vous êtes, maintenant, il y a un événement à Paris, il y en a à Nantes, il y a à Lyon, il y a à Biarritz. Voilà, peu importe où on se trouve, il y a maintenant de fortes chances pour qu'un événement majeur WordPress se trouve à côté de chez vous. Donc, ça limite les dépenses en termes de train, d'hôtel, etc. Donc, venir aux événements et puis aussi partager, pourquoi pas être aussi orateur au prochain, à un meet-up ou un WordCamp. Ok, c'est clair, ça marche. En tout cas, ouais, c'est vrai, pour parler de mon expérience perso, j'ai donné ma première conf au WordCamp en 2014. J'étais vraiment en stress, mais en fait, ça s'est super bien passé. Bon, il y avait 200 et quelques personnes dans la salle, mais bon, ça s'est passé crème. Hein. Après, personne ne m'achetait de tomates. Donc, Normal, hein. Tu te retrouves devant 200 personnes. Les premières minutes, tu es tout tremblotant, puis après, une fois que tu es dans le bain, tu es lancé. Voilà, hein. Je me souviens ça me fait penser à Noémie qui a fait sa conférence à Lyon, de Noémie d'un blog Une fille. Elle appréhendait vraiment ce moment-là, elle était pas du tout sûre d'elle, etc. Et puis quand elle est venue sur scène, voilà, elle s'est très bien débrouillée, elle a donné une très très bonne conférence, elle a eu des très bons retours, donc c'est que du bonheur. On stresse au début, et après une fois qu'on est dans le bain, ça passe, quoi. ouais, puis on est entre nous, quoi. C'est la communauté, c'est tranquille. Puis voilà, les gens sont pas là pour nous juger, justement. Les gens Voilà. sont là pour apprendre de notre expérience qu'on partage. Donc, c'est pas parce qu'on va être sur scène qu'on va pouvoir même bafouiller ou même dire une bêtise. Les gens sont pas là pour nous juger ou quoi que ce soit. Ils sont là pour nous écouter et récupérer l'expérience qu'on leur partage. Donc, non, justement, et on est dans une communauté qui est vraiment très, très saine, qui est très généreuse et tout. Donc, la communauté WordPress, c'est juste, en France, on l'appelle la WordPress Family, donc C'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Hein. Ouais, elle est tellement chaleureuse, elle accueille tout le monde les bras ouverts. Il y a pas de concurrents, il n'y a pas d'ennemis, on est tous amis, quoi. C'est une très très belle communauté. Ok, super. On va finir sur ce mot-là. Alors, du coup, Jonathan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tous les projets de VP Media? Tu peux Eh lever bien, les vous pouvez adresses. nous retrouver sur wp-media.me. Donc ça, c'est le site de la startup où on explique qui on est, etc. Vous pouvez y jeter un œil de temps en temps parce qu'on y publie régulièrement des nouvelles offres de job. Ensuite, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter à geekpress.fr et sur mon blog geekpress.fr où je ne vais pas tarder à réécrire. Ouais, c'est vrai que tu as été assez pris ces derniers mois. Il y a un article en brouillon là, ça va être publié. Ah, ok, ouais, ça chauffe alors. Ok, super. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous n'êtes pas sur le blog, rendez-vous sur passonsatable/20 pour avoir toutes les infos relatives à cet épisode, les liens, etc., de tout ce dont on a parlé. Et puis, je vais vous dire aussi de vous abonner pour recevoir les épisodes suivants. Hein. On est au 20e épisode, mais je compte pas m'arrêter là. Donc, voilà. Puis, si vous avez des projets intéressants à partager, parlez-moi-en. Hein. Vous pouvez vous faire rentrer sur le podcast. Ce sera avec plaisir. Et donc, salut Jonathan. Puis, merci d'avoir participé. Allez, ciao. Salut.